Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. L'immortalité est l'un des plus vieux rêves de l'histoire humaine. Ça fait plusieurs millénaires que des gens de toute culture et de toute génération cherchent à augmenter leur durée de vie. Il faut dire qu'on a plutôt bien réussi d'ailleurs. L'espérance de vie mondiale n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Malheureusement, il semble que nous soyons arrivés à un seuil. Même si la technologie progresse plus vite que jamais, il faut nous rendre à l'évidence. En continuant dans notre paradigme actuel, l'espérance de vie n'augmentera que de quelques années au cours de ce siècle. Malgré tous les progrès qui ont été faits en médecine, les humains voient en moyenne leur première ride à 30 ans, leurs premiers cheveux blancs à 40, pour enfin mourir autour des 80 ans. Ce processus qui nous empêche d'aller plus loin a un nom, le vieillissement. Le constat est clair, si nous voulons continuer à étendre notre durée de vie en bonne santé, pour vivre 50, 100 ou 1000 ans en plus, voire pour devenir immortel, il va falloir stopper ce processus. Mais est-ce vraiment souhaitable de vivre si longtemps ? Si oui, quelles sont les pistes pour y arriver et quel impact cela aura sur notre société ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir un expert du sujet qui a notamment fondé la société Heals, une organisation qui a pour but d'informer et de sensibiliser aux développements technologiques et médicaux dans le domaine de la recherche anti-âge. Son objectif est d'ouvrir les débats afin d'avertir le public, d'interroger les décideurs et de proposer un cadre éthique rassurant autour de toutes ces questions. Bonjour Didier Kernel et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de comment et pourquoi allonger la durée de vie en bonne santé des humains, ainsi que les implications sociétales et personnelles que ça pourrait avoir. Si vous voulez voir le détail des questions avec leur minutage qui leur correspond, vous retrouverez tout ça en description. Je rappelle que cet épisode est disponible en audio sur toutes les plateformes habituelles et en vidéo sur YouTube. Et du coup, première question, qui êtes-vous ? Je vous laisse un peu vous présenter, votre parcours, etc. Alors, je suis désolé de couper le podcast ici pour quelques secondes. J'ai complètement oublié de le dire dans l'épisode, mais cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'Association française transhumaniste. Collaboration, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement qu'ils m'aident notamment à contacter les invités pour avoir des experts de domaines auxquels je n'aurais peut-être pas accès sans eux. Donc voilà, je les remercie grandement pour ça. Désolé pour cette interruption et place au podcast. Et du coup, première question, qui êtes-vous ? Je vous laisse un peu vous présenter, votre parcours, etc. Donc j'aurai 60 ans dans une semaine, donc je suis déjà une personne âgée. Je suis né donc à Bruxelles en 1962. J'y ai toujours vécu, actuellement à Molenbeek, une commune qui a été célèbre pour l'exportation de terroristes pour du côté négatif, qui est aussi j'habite une des villes les plus multiculturelles du monde et j'aime beaucoup cela. Ma profession, c'est juriste. Je travaille dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale. Et ma passion, ce sont les questions de longévité, comment permettre aux femmes et aux hommes de vivre plus longtemps en bonne santé, voire un jour sans limitation de durée, ce que certains appellent l'immortalité, mais nous on préfère le terme amortalité, ne pas mourir de maladies liées au vieillissement. Donc, que dire sur moi à part que je me passionne pour ces questions-là, et je me passionne également pour les questions qui sont liées à, on va dire, la transformation humaine, au progrès et aux risques aussi technologiques. Et donc, je suis également membre d'une association qui s'appelle l'Association française transhumaniste Technoproc. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Et du coup, vous avez fondé Heals. C'est quoi un petit peu les objectifs de cette organisation et puis qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? Donc, Heals, c'est l'abréviation pour Healthy Life Extension Society, donc permettre l'augmentation de la durée de vie en bonne santé, très très important. Et donc cette association est née il y a maintenant une douzaine d'années
pour promouvoir la recherche. Et ce que nous faisons, c'est notamment organiser des conférences. Donc, avant la période Covid, c'était des conférences internationales une fois tous les 2 ans en présentiel. Et maintenant, on devrait en refaire une en novembre 2022. Et puis, il y a une lettre mensuelle d'information qui s'appelle La mort de la mort, qui paraît donc actuellement en français, en néerlandais, en anglais et en espagnol, et aborde toutes les questions qui se posent, que ce soit les questions, on va dire, scientifiques ou les questions éthiques, morales, sociales, relatives à la longévité. Et du coup, comme vous l'avez dit en introduction, j'ai pas mal parlé d'immortalité. Il y a quand même une distinction, je pense, à faire entre l'immortalité et la mortalité, ce qui est plutôt le but recherché par les longévitistes. Quelle est cette différence et pourquoi elle est importante ? Donc en fait, l'immortalité, ce serait le fait de ne pas pouvoir mourir quoi qu'il advienne. Alors d'abord, scientifiquement, c'est plus que impossible dans un avenir prévisible, puisque donc même si on met fin aux maladies liées au vieillissement, on pourra toujours avoir un accident. Et puis ça n'est même pas souhaitable, parce qu'il peut y avoir des moments pour certaines personnes encore pour lesquelles la vie est insupportable, et l'idée de ne pas pouvoir s'en échapper serait également insupportable. Donc l'idée, c'est mettre fin aux maladies liées au vieillissement grâce au progrès de la médecine. En fait, la médecine a toujours eu comme principal objectif de permettre aux gens de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, la Belgique, la Suisse, dans des pays comme cela, la mort de vieillesse, c'est la principale source de mortalité de très loin. C'est 90% des sources de décès. Et donc, le jour où nous parviendrons, enfin le jour, ça n'est pas certain, et ça dépend de nos recherches, mais le jour où nous parviendrions à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, nous aurions déjà, toutes choses étant égales par ailleurs, une espérance de vie de plusieurs siècles, même pour les femmes qui prennent moins de risques. Même ce serait déjà une espérance de vie de plus de 1000 ans. Et du coup, vous revendiquez, je crois, de ce mouvement qu'on appelle justement le longévitisme. Qu'est-ce que c'est vraiment le longévitisme ? Donc, c'est considérer que grâce aux progrès médicaux qui sont en cours et grâce aux progrès médicaux qui sont envisageables, il est possible de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, et que ce choix est un choix souhaitable. En fait, tout le monde souhaite aux autres, enfin presque tout le monde souhaite aux autres une vie, à la nouvelle année on se souhaite tous des vœux de bonne santé, mais il y a une croyance, on va dire, profonde, que le fait de vivre beaucoup plus longtemps, ça serait mauvais pour nous. Et la raison, en réalité, pour laquelle nous pensons comme cela, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Donc aujourd'hui, en l'absence de progrès médicaux, nous allons mourir, quelles que soient les circonstances, de maladies très désagréables. Et en fait, nous allons mourir d'une dégradation progressive que nous ne souhaiterions probablement pas, même à notre pire ennemi, si nous pouvions le lui éviter. Mais comme nous n'avons pas le choix, comme que fait l'être humain, que fait notre conscience devant quelque chose qui est à la fois inévitable mais aussi insoutenable, eh bien nous le transformons en un phénomène plus acceptable, en disant il faut bien mourir de quelque chose, c'est bon pour la société parce que sinon il y aura des problèmes de surpopulation, etc. Tous arguments qui sont faux pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, je suppose. Ok. Donc on pourrait dire que finalement
si il y a justement toutes ces objections, etc., c'est pas réellement parce que la mort est importante dans la vie, mais simplement parce que c'est inéluctable. De toute façon, on va mourir et les cerveaux humains sont un peu programmés pour penser comme ça. Et du coup, on a inventé tout un tas d'excuses d'excuses et de faux arguments pour ne pas vouloir être immortel, enfin être immortel, plus ou moins. Exactement. Donc c'est l'idée notamment que ce qui est naturel est bon, alors que donc ce qui est naturel peut être bon, mais ça peut être extrêmement mauvais aussi. Oui. Et justement, le fait que ça soit à quelque part contre nature, que ça aille contre l'intention soit justement de la nature, soit pour certains même de Dieu, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? En ce qui concerne la nature n'a pas d'intention, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, et donc depuis que l'humain est humain, et même probablement avant que l'humain ne soit devenu pleinement humain, nous modifions la nature, nous la modifions il y a des centaines de milliers d'années en utilisant le feu, nous la modifions depuis des milliers d'années en créant petit à petit par sélection artificielle des nouvelles formes de plantes, des nouvelles formes d'animaux. Et puis plus récemment, nous la modifions de plus en plus profondément. Donc quand on voit ici ce qu'il y a tant derrière vous que derrière moi, il y a quasiment rien qui soit directement issu de la nature. Ça, c'est par rapport à cette conception de la nature, c'est bien. Donc il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Et la nature est aussi agréable parce que nous l'avons déjà profondément transformée. Si on dit la nature c'est une belle ferme avec des vaches, ni la ferme ni les vaches ne sont naturelles. Et alors par rapport à la volonté d'une puissance surnaturelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, dans la plupart des religions, le fait d'avoir des gens qui avancent en âge, les patriarches, sont vus de manière plutôt positive. Et puis, ce qu'on peut dire également, c'est que, à supposer qu'il y ait un Dieu qui nous ait donné la liberté, en tout cas, il nous a donné la liberté de faire des recherches et donc de poursuivre pour la longévité. Ok, très intéressant. Et du coup, justement, pour poursuivre un peu avec Dieu, il y en a aussi qui disent que ce serait un peu se prendre pour Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, c'est l'argument dit de l'hubris, que donc nous n'avons pas entre guillemets le droit de nous améliorer au-delà de certaines limites parce que cela serait soit contraire à la nature, soit contraire à la volonté religieuse. En fait, c'est un argument qui a été utilisé pour la plupart des progrès technologiques, et en fait qui a été utilisé pour la plupart des progrès technologiques tant que ces progrès technologiques n'étaient pas là. Que ce soit pour l'anesthésie, par exemple, il a fallu que ce soit une souveraine britannique qui, pour la première fois, utilise l'anesthésie pour diminuer les douleurs de l'accouchement, pour qu'après ça soit accepté. Il a fallu que la médecine rende possible la chirurgie avant qu'on dise modifier le corps en enlevant en coupant dedans, c'est acceptable. Il a fallu bien des choses, et à chaque progrès technologique, il y a eu des gens qui disaient il ne faut pas le faire parce que c'est contraire à la nature. Et attention, il est vrai que faire des choses qui sont différentes des choses naturelles comprennent des risques, et il faut être conscient des risques. Et donc les personnes qui s'intéressent au progrès technologique ne vont pas dire que tout progrès technologique est bon et sans aucun risque. Non, il y a des risques liés à cela aussi, et il faut être prudent.
Alors un autre argument qui est souvent avancé, c'est que ça poserait de gros problèmes de surpopulation mondiale. Déjà qu'aujourd'hui les gens meurent et donc et même avec des gens qui meurent, on fait plus de naissances et du coup la population augmente et c'est ça qui est la cause, enfin une des causes des problèmes écologiques et sociaux. Donc est-ce que ça risque pas d'aggraver beaucoup ce problème? Alors donc, par rapport à cet argument, il y a plusieurs choses et je vais commencer par tout simplement les faits aujourd'hui dans le monde. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la croissance de la population non gérable ne se produit plus tellement. Donc, dans un pays, enfin, dans l'Union européenne, il y a pas mal de pays qui sont plutôt en décroissance de population, surtout à l'est, mais aussi l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, pardon. S'il n'y avait pas d'immigration, il y aurait une diminution nette de la population. Et puis la même chose pour le Japon. Même la Chine commence à perdre des habitants, ou en tout cas être juste à un niveau dans lequel la population ne croît plus. Les seuls pays dans lesquels il y a encore un problème de croissance rapide de la population, c'est les pays dans lesquels la vie est la plus courte. Donc les pays d'Afrique subsaharienne principalement. Plus la vie est longue, plus les gens moins les gens ont d'enfants. Et il y a vraiment une corrélation forte. Mais aussi, ça c'est pour le présent. Donc pour le présent, nous n'avons pas un problème de croissance de la population, mais plutôt un problème qui commence à être un problème de décroissance de la population, et qui est déjà un problème important de décroissance de la population dans certaines parties du monde. Mais pour le futur, supposons que nous trouvions un moyen de vivre en bonne santé, sans limitation de durée. À ce moment-là, ça signifiera que nous serons encore là dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, en tout cas si nous le souhaitons. Et donc, pour pouvoir vivre dans un monde futur, il faut que ce monde soit durable aussi. Donc, il sera beaucoup plus important pour des citoyens qui vivent plus longtemps de faire attention à l'environnement que pour les citoyens aujourd'hui qui peuvent se dire de toute façon ce sera pour les générations futures et moi je ne m'en inquiète pas trop. De manière générale, plus la vie est longue, plus les gens sont prudents, non seulement par rapport à eux-mêmes mais aussi par rapport aux autres. Donc si déjà aujourd'hui au fur et à mesure que les progrès de santé sont présents. Nous sommes aussi de plus en plus prudents pour la circulation routière, pour diminuer les conflits. Eh bien, ce sera encore beaucoup plus fort le jour où, pas certain, qui dépend de nos recherches, mais où nous pourrons vivre sans limitation de durée. Et la vie deviendra beaucoup plus précieuse. Et peut-être même que le fait que le meurtre, la violence gratuite, aujourd'hui, c'est quelque chose d'inacceptable, mais ça deviendra peut-être même impensable, disons. Et justement, l'idée dans des projections longévitistes, ça serait qu'on continue à faire des enfants, qu'on en fasse autant qu'aujourd'hui, qu'on en fasse moins. Quelle serait la place de l'enfant dans un monde comme ça? Donc le nombre... En fait, d'abord, pour savoir la population d'un pays et la croissance de la population d'un pays, le plus important, ça n'est pas la durée de vie moyenne, mais c'est le nombre d'enfants par femme. Et donc, ce nombre d'enfants par femme va diminuant. Et il est aussi probable, j'ai oublié cet aspect-là supplémentaire, que si nous savons que nous allons vivre beaucoup plus longtemps, nous n'aurons plus non plus de tendance à avoir des enfants, tout simplement parce qu'on a des enfants quand ça devient biologiquement... Enfin, beaucoup de femmes ont des enfants à un certain âge parce que sinon elles ne pourraient plus en avoir. Donc, dans une situation dans laquelle la durée de vie et aussi donc la fertilité serait sans limite, eh bien, on pourrait toujours attendre encore bien longtemps pour se mettre à avoir des enfants. Et donc,
si un jour il y a des problèmes de croissance de la population, c'est dans un avenir lointain. Et si un jour il y a des problèmes de population, étant donné que les progrès technologiques se font également, continuent à se faire par ailleurs, eh bien nous aurons d'autres solutions qui seront envisageables. Du coup, un autre argument qui est souvent avancé contre le longévitisme, c'est par rapport à l'ennui. Est-ce que si on vit aussi longtemps que ça, on va pas finir par avoir tout consommé, tout vu, tout visité tous les pays, et puis est-ce qu'on va pas finir par s'ennuyer? Oui. Donc la première réponse, c'est qu'en général, les gens qui posent cette question, c'est des gens qui s'ennuient déjà maintenant. Pourtant, leur vie est courte, donc l'idée que de toute façon, quand la vie est longue, on s'ennuie. Peut-être qu'il y a plusieurs raisons ou plusieurs manières d'expliquer combien c'est faux. Et prenons les enfants très jeunes, ils ne savent pas qu'ils vont mourir, quand ils ont jusqu'à 5 ou 6 ans, ou 4, 5, 6 ans, ils savent pas qu'ils vont mourir, c'est pas pour ça que les jeunes enfants s'ennuient, ils s'ennuient même beaucoup moins que les adultes. Et pourtant, encore une fois, pour eux, la vie apparaît comme sans limitation. Et puis, en fait, lorsque on examine le niveau de bien-être, le niveau de bonheur des citoyens, en leur demandant, il y a une sorte de courbe en V du bonheur. Donc les jeunes sont heureux, les personnes de 30, 40, 50 ans sont moins heureuses, et puis après ça, les gens les plus âgés sont de nouveau plus heureux, sauf au moment où il y a la dégradation due à l'âge. Voilà. Donc ça fait deux raisons de ne pas trop s'inquiéter pour l'ennui. Et puis, moi je dis parfois aussi tout simplement, imaginez que on vous dise, tiens, le restaurant ou l'ami ou enfin quelque chose ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est la dernière fois que vous allez le voir. Est-ce que pour ça va être plus, vous allez en être plus heureux? Non. C'est une des raisons pour lesquelles nous ennuyons et nous ne nous sentons pas bien. C'est parce que la vie est dans l'état actuel fort courte en fait. Ouais, je pense effectivement que le fait que la mort donne du sens à la vie est un peu un mythe. Et c'est vrai que quand on voit des enfants courir dans les champs ou comme ça, je pense pas qu'ils pensent à la mort. Pourtant, ils sont assez heureux. Et mais il y a encore une autre chose, c'est notamment quelles seraient finalement les conséquences d'avoir une société où il y a quasiment plus que des personnes âgées. Parce que, par exemple, on voit aujourd'hui que souvent, les progrès technologiques, les progrès sociaux, les valeurs, etc., bougent extrêmement vite, et probablement notamment aussi parce que il y a à chaque fois de nouvelles générations. Et d'ailleurs, c'est devenu même le terme, le boomer, c'est la personne de plus de 50 ans qui arrive pas à se remettre en question, qui arrive pas à suivre les nouveaux codes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça de stagnation sociétale au niveau des valeurs, par exemple, si la société est composée de personnes âgées? Alors, peut-être, d'abord, c'est important de se rendre compte que c'est des personnes avançant en âge, mais sans le mécanisme de dégradation. Et comme disait Luc Ferry, qui est un ancien ministre, philosophe français qui s'est beaucoup prononcé sur cette question-là, Luc Ferry disait quand on demande aux Français s'ils sont pour vivre beaucoup plus longtemps, ils disent non, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer une vie beaucoup plus longue sans le mécanisme de dégradation. Donc ici, on parle donc d'une société dans laquelle, oui, les gens auraient un âge en moyenne beaucoup plus élevé, mais ça ne se verrait que si les gens le décident. Donc, pour le reste, l'état physique resterait le même. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même dans la société telle qu'elle est aujourd'hui,
Nous vivons dans la société dans laquelle nous vivons, surtout dans les pays du Nord, mais maintenant aussi de plus en plus dans les pays du Sud. Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps dans l'histoire de l'humanité, et on ne peut pas dire, bien au contraire, que la société soit une société figée qui ne bouge pas. De la part de pas mal de gens, d'ailleurs, il y a même plutôt l'idée inverse que la société bouge trop rapidement. Donc, une société dans laquelle nous vivrions beaucoup plus longtemps ne serait pas une société dans laquelle tout deviendrait figé, parce que ça n'interromprait pas les progrès technologiques. Par contre, ce serait probablement une société beaucoup plus prudente, mais ça, c'est une bonne chose pour moi, que ce soit une société dans laquelle nous soyons particulièrement attentifs à ne pas blesser ni physiquement d'ailleurs, ni psychologiquement les autres, ni nous-mêmes. Donc, et dans un monde dans lequel les progrès technologiques comprennent également des risques tout à fait importants. Pas besoin il n'est pas nécessaire de détailler pour les risques de guerre pour le moment, malheureusement, vu la situation en Ukraine. Le fait d'avoir des gens qui vivent de plus en plus longtemps, donc qui peuvent avoir de plus en plus d'expérience et qui sont de plus en plus prudents, comprend de très nombreux avantages. Évidemment, toute situation nouvelle comprend également des inconvénients. On pourrait dire que les personnes qui s'occupent des enterrements devront trouver un autre travail, mais c'est quand même un problème relativement mineur. Et par exemple, si on vivait justement plus longtemps, est-ce que on garderait un peu la plasticité cérébrale qu'on avait quand on était petit? Parce que par exemple, on entend souvent qu'il faut apprendre les langues le plus tôt possible, comme ça c'est plus facile. Est-ce que ça c'est un état qu'on garderait plus longtemps, ou ça changerait pas grand-chose? Oui. Donc oui. En fait, donc l'idée de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, c'est l'idée de mettre fin à l'ensemble des choses qui se dégradent petit à petit avec l'âge. Et donc, ça concerne notamment le fonctionnement. En fait, il y a trois grandes causes de mortalité qui sont dues à l'âge. La première grande cause, ce sont les maladies cardiovasculaires, où les choses s'améliorent rapidement. La mortalité a diminué d'à peu près 50% à tranche d'âge égale les 50 dernières années. Il y a les cancers, où là, je dirais, bon an, mal an, dans un pays comme la France, on gagne plutôt 1% d'espérance de vie en plus à tranche d'âge égale. Donc, il y a 1% de mortalité en moins chaque année pour des gens qui ont, par exemple, l'âge de 50 ans. Et puis, alors, il y a les maladies neurodégénératives, la dégradation du cerveau, particulièrement la maladie d'Alzheimer, et pour ça, nous progressons peu, et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches importantes dans ce domaine-là. Mais donc, pour revenir vraiment à votre question, oui, cela signifierait non pas que nous aurions la plasticité du cerveau des tout jeunes enfants, mais la plasticité du cerveau des personnes d'âge 25 ans, par exemple. Et le cerveau reste un organe extrêmement plastique qui est capable d'apprentissage, qui est capable de se transformer lui-même pendant très longtemps, et même d'ailleurs chez des personnes plus âgées. Sorry, je voulais encore dire par rapport à la question précédente aussi sur le fait que nous serions dans une société qui est figée. Ben oui, justement, la société serait également plutôt moins figée, mais plus prudente, encore une fois, parce que les gens auraient plus d'expérience et auraient plus la capacité de s'adapter, et parce que la plasticité du cerveau resterait la même. Mmh.
Mais est-ce que, au-delà justement de cette plasticité du cerveau qui resterait la même et tout, il y aurait pas à quelque part un problème à s'adapter aux nouvelles valeurs, dans le sens que si par exemple on a vécu presque 50 ans dans des valeurs précises et puis que la société change petit à petit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pas réussir à s'adapter à ces valeurs? Ben je ne pense pas, parce qu'en fait la société déjà maintenant change beaucoup plus rapidement sans que ce soit les générations qui changent. Prenons la question du mariage homosexuel, de tout ce qui est question de genre. Les hommes politiques et les femmes politiques les plus progressistes, il y a une vingtaine d'années, étaient opposés au mariage de personnes de même sexe, et aujourd'hui les mêmes politiques d'ailleurs, même les plus conservateurs, ou peut-être sauf les plus conservateurs, mais ça devient vraiment extrêmement rare, les gens qui s'opposent au mariage des personnes de même sexe. Donc ça veut dire que l'évolution en fait se fait rapidement. Et donc, et moi qui ai quasi 60 ans, ben je me rappelle du temps où ceci n'existait pas. Mais je suis, je pense, parfaitement capable de m'en servir. Et la plupart des personnes, tous les citoyens qui ont plus que 55 ans ont connu une période avant l'utilisation de tout ce qui est informatique de manière courante, et la plupart quand je dis la plupart, je ne pense pas que ce soit une question d'âge jusqu'à 50 ou 60 ans, le fait de savoir ou pas se servir d'appareils électroniques, ou en tout cas la différence entre les gens qui ont une formation et les gens qui n'en ont pas est plus importante que la différence d'âge. Encore une fois, sauf lorsque la dégradation due à l'âge commence vraiment à rendre les choses plus difficiles. Mmh. Et l'idée, ça serait de stopper le processus du vieillissement à quel âge? Parce que on pense bien à un bébé qui va naître, on va pas stopper son processus de vieillissement à 5 ans, enfin probablement pas. Du coup, il y aurait sûrement un âge auquel ça serait optimal de le faire. Ce serait quoi cet âge? Oui. L'âge optimal durant lequel nous avons le plus de capacité, c'est à peu près 25 ans, mais ça dépend aussi des organes. Voilà, mais donc ce serait, on va dire, lorsque une personne devienne adulte, les recherches médicales futures, mais on n'y est pas encore et on est encore très loin, permettent d'envisager de ne pas avoir de mécanisme de sénescence. Donc oui, et encore l'âge adulte physiologiquement, c'est entre 20 et 25 ans. Mmh. Et justement, aujourd'hui, justement, on vit par exemple, la guerre en Ukraine en ce moment, au moment où en tout cas on enregistre ce podcast. Il y a aussi de grandes questions vis-à-vis des enjeux environnementaux ou ce genre de choses. Est-ce que finalement la question de la longévité humaine, c'est pas un sous-problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes plus importants à régler avant? Donc non, d'abord non, parce que aujourd'hui la première source de souffrance physique et mentale, la première source de mortalité, la première source de maladie dans le monde et de très loin, ce sont les maladies liées au vieillissement. Alors les victimes des guerres, il y en a beaucoup trop évidemment, mais même une seule victime ce serait trop, mais c'est en nombre, en chiffre absolu, tout à fait négligeable comparé aux victimes de maladies liées au vieillissement. En fait, dans le monde aujourd'hui, une journée normale, il y a à peu près 160 à 170 000 personnes qui décèdent, et parmi celles-là, c'est 120 à 130 000 probablement. Il n'y a pas de statistiques précises disponibles, mais donc en tout cas les trois quarts
qui décèdent de maladies liées au vieillissement. Donc, les catastrophes, les guerres, les accidents, les épidémies chez des personnes jeunes, la faim dans le monde, tout ça ne crée que à peu près un quart des décès, et c'est en diminution. Et encore une fois, ça reste trop. Mais donc, si on considère que une vie égale une vie, ben il n'y a pas plus important que en nombre que de sauver les vies liées au vieillissement. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, évidemment, il n'y a pas d'une part les êtres humains et puis l'environnement. Les êtres humains sont dans un environnement et nous en avons absolument besoin pour survivre. Nous ne survivrons pas plus que quelques secondes si nous n'avions pas l'atmosphère, si nous n'avions pas l'oxygène, etc. Donc, par rapport à cela, les conditions, donc le maintien et l'amélioration des conditions environnementales sont une des conditions pour que nous puissions vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Donc, ça fait partie de cet ensemble-là. Et d'ailleurs, lorsque l'on réfléchit, par exemple, aux questions de pollution de l'air avec les particules fines, on réfléchit notamment à comment permettre que les citoyens vivent plus longtemps et donc subissent moins de maladies. Mais ça fait partie d'un ensemble. Par exemple, un des aspects les plus... donc il y a évidemment toute la question du réchauffement climatique, mais ça, je dirais, il y a peu de gens qui ne sont pas au courant, et parmi vos auditeurs, il doit y en avoir encore moins. Mais il y a aussi quelque chose qui est relativement moins connu, c'est le phénomène de disparition des insectes. On parle souvent de la disparition, enfin des risques en matière de biodiversité. C'est extrêmement préoccupant, mais la disparition des insectes est encore plus préoccupante parce que ça touche, ça se passe à peu près partout dans le monde, pour autant qu'on sache. Et ça a vraiment pour conséquence que la biomasse des arthropodes a tendance à diminuer, et on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, examiner cela de manière scientifique est extrêmement important, parce que si les insectes disparaissent petit à petit, c'est très probablement quelque chose qui n'est pas bon pour notre santé non plus. Oui, et puis finalement, on peut dire aussi que c'est déjà quelque chose qu'on fait, de continuer à faire progresser plein de différentes choses. Par exemple, on entend des annonces de métavers ou ce genre de choses, alors qu'il y a encore de la faim dans le monde. Donc finalement, c'est déjà quelque chose qu'on fait. On va pas un problème, on le résout et puis on passe au suivant. Il y a tout un tas de problèmes à régler en même temps. Et je pense effectivement que le problème de l'âge, c'est un problème majeur, malgré qu'on entende ça finalement assez peu dans les médias ou sur Internet. Ouais. Oui, très juste, parce que relativement souvent, les gens qui disent ah ben oui, mais ça n'est pas une priorité, il ne faut pas s'en occuper, il y a des choses plus importantes. En même temps, si on leur dit ah ben maintenant, alors il faut arrêter tout ce qui est art, culture, etc., puisqu'il y a des gens qui meurent de faim, ils vont dire ah non. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, de manière générale, plus la vie est précieuse, plus on s'en occupe, que ce soit pour la faim dans le monde ou que ce soit pour les maladies liées au vieillissement. Et puis, n'oublions pas, et puis, grâce aux progrès technologiques, les progrès technologiques font partie d'un ensemble, et grâce aux progrès technologiques, en tout cas, en ce qui concerne la faim dans le monde et la malnutrition, c'est quelque chose qui diminue relativement rapidement. Mais donc moi, qui vous parle, pendant des décennies et encore aujourd'hui, j'ai toujours versé une part importante de mes revenus pour lutter contre la faim dans le monde. Enfin, maintenant, c'est une petite part, mais auparavant, c'était une part importante. Donc, je vais même, si je peux, vous raconter qu'est-ce qui m'a amené à me passionner pour les questions de longévité. C'est donc depuis
plus de 25 ans maintenant. Donc je verse de l'argent pour des organisations non gouvernementales pour lutter contre la faim dans le monde, mais je me disais toujours c'est pour lutter contre la faim dans le monde et pour lutter contre les maladies aisément évitables. Et puis un beau jour, je me suis demandé, tiens, mais en fait, c'est quoi les maladies aisément évitables? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient que nous pourrions un jour mettre fin aux maladies liées au vieillissement. Et donc, ça n'était plus les maladies aisément évitables, mais c'est ça qui m'a amené. Donc, c'est en fait par la lutte contre la faim dans le monde que je me suis intéressé finalement à la lutte contre les maladies liées au vieillissement et donc à la longévité simple. Ok. Là, c'est vraiment intéressant comme parcours. C'est vrai que on pense pas forcément à ça. Il y a un peu cet archétype dans les films ou comme ça du grand méchant qui veut être immortel et puis c'est vu un peu justement comme de l'hubris, etc. Et puis finalement on se rend compte que quand on cherche un petit peu et puis qu'on sort des caricatures, on se rend compte que les gens qui s'intéressent à ça sont des gens tout à fait normaux, rationnels, souvent même très au courant de tous les risques qui sont dans le monde, etc. Et puis ouais, voilà. Et puis peut-être par rapport à ça, supposons que il existe une pilule de l'immortalité, donc ce serait pas une pilule, c'est pas l'immortalité, mais les très riches, ils auraient le choix entre utiliser cette pilule juste pour les riches, ou bien et devenir les gens les plus haïs de la planète, avec des risques de conflit d'ailleurs en plus. Ou bien rendre cela accessible à tout le monde et devenir ultra populaire. Donc je pense que même du point de vue de riches particulièrement égoïstes, il y aurait avantage à permettre cela. Mais maintenant, tous les gens que je connais qui s'intéressent à la longévité, enfin, j'ai peut-être rencontré une exception il y a très longtemps. Mais voilà, ils disent ben oui, c'est quelque chose qui doit être accessible à tous dès que possible. Et par rapport à ça, un des enjeux, c'est que aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez parmi ceux qui font des recherches, c'est quelques milliardaires américains et très peu, même pas du tout, d'organisations publiques qui ont officiellement comme but de permettre de lutter contre les maladies liées au vieillissement. Et pour moi, ça c'est un des regrets et c'est une des choses pour lesquelles l'association REELS milite, c'est qu'il y ait des recherches publiques pour que les progrès de la recherche soient le plus rapidement possible utilisables par tous. Donc ça c'est un peu la réponse à ceux qui diraient que ça serait seulement possible d'être immortel, enfin d'être amortel pour une sorte de petite élite financière ou comme ça. Ça serait pas forcément le cas parce que les gens qui produisent ça auraient intérêt à... Enfin, c'est toujours plus intéressant de faire quelque chose d'un peu moins cher qu'on donne à tout le monde, qu'on vend à tout le monde, plutôt que quelque chose de très cher qu'on vend à une petite élite. Finalement, on se ferait moins d'argent en choisissant cette deuxième option. Je voulais donc c'est un autre aspect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce risque-là, mais ce risque-là serait presque nul si c'était des investissements publics. Et donc, comme vous avez dit, effectivement, donc c'est plus intéressant de vendre quelque chose 100 euros par dose à des dizaines de millions de personnes que de vendre quelque chose à $1 million à 100 personnes. Voilà. Mais même une société dans laquelle il y aurait des gens entre guillemets immortels, amortels, et des gens qui vont mourir, qui vont vivre peu de temps. Ce serait une société extrêmement fragile et extrêmement dangereux pour ces gens riches, puisque les autres n'auraient entre guillemets rien à perdre. C'est quelque chose que la science-fiction aime bien, de montrer des très riches et puis des très pauvres. Mais on voit bien dans ces films-là même que justement les très riches finissent par entre guillemets perdre, être écrasés par la révolte. Donc voilà.
Mhm. Ouais, ça créerait de grandes instabilités politiques, quoi. Le fait que c'est seulement une partie ait accès à ça. Mais justement, aujourd'hui, c'est quoi le plus probable? Est-ce que le plus probable, ça serait justement une grande entreprise, par exemple, de médicaments, ou bien des sociétés comme Google, j'ai vu, investissait aussi un peu là-dedans. C'est plus probable qu'une société de ce genre développe ça, que ça soit public. Enfin, qui est le plus avancé sur ces questions? Alors, pour le moment, comme je disais, il n'existe aucun organisme public qui ait pour objectif officiel de lutter contre les maladies liées au vieillissement et de permettre aux citoyens qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps. Par contre, il existe quelques organismes privés de grande taille. Donc il y a Google Calico Labs, qui a été créé par Google, comme évidemment. Et il y a également la fondation Chan Zuckerberg, donc du nom du fondateur de Facebook et de son épouse, qui a aussi pour objectif de mettre fin à toutes les maladies, sans explicitement s'intéresser à la santé. Et puis tout récemment, il y a eu, enfin relativement récemment, il y a eu la création de Altos Labs, financé par deux milliardaires, le plus connu de très loin étant le plus grand milliardaire, le plus riche, Jeff Bezos. Voilà. Donc maintenant, d'abord, mettre fin aux maladies liées au vieillissement, ça ne sera pas simple parce que nous progressons encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit parfois, en ce qui concerne la durée de vie moyenne, surtout dans les pays du Sud, mais nous ne progressons pas en ce qui concerne la durée de vie maximale. La personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'était Jeanne Calment. Elle est décédée en 1997, donc ça fait déjà pas mal de temps. La première personne qui a atteint l'âge de 100 ans, dont on est raisonnablement sûr, s'appelait Terencia, c'était la veuve de Cicéron, et elle est morte il y a plus de 2000 ans, donc ça fait quand même... ça veut dire que pour la durée de vie maximale, on progresse très peu, et il faudra des recherches de rupture, peut-être probablement des thérapies géniques, peut-être des nanotechnologies, peut-être des mécanismes de réjuvénation. Donc aujourd'hui, qui a le plus de probabilité de trouver quelque chose, ce sont les sociétés dont j'ai parlé, puisque c'est elles qui ont cet objectif-là comme objectif déclaré. Mais s'il y avait une mobilisation des pouvoirs publics, ce seraient les pouvoirs publics qui auraient la plus grande probabilité d'y arriver. Et comme je l'ai dit aussi, un des domaines dans lesquels nous progressons peu, c'est les maladies neurodégénératives. Et pour ce qui concerne l'étude des maladies neurodégénératives, il y a des grands projets publics comme le projet Human Brain Project pour faire des recherches et donc pour lutter contre les maladies qui sont extrêmement destructives pour les personnes âgées dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est dommage que les recherches publiques ne s'axent pas plus là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être intéressant et je crois que justement c'est une des revendications que vous avez avec votre société. Vous avez parlé justement de thérapie génique et de nanotechnologie. Aujourd'hui, c'est quoi les méthodes qui sont les plus prometteuses pour arriver à lutter contre le vieillissement ? Alors, pour le moment, d'abord, encore une fois, pour commencer par le moins enthousiasmant, aujourd'hui, quel que soit votre niveau de vie, le principal que vous pouvez faire pour vivre plus longtemps, c'est ce que vous disait ou ce que vous dit votre grand-mère. Donc, ni trop ni trop peu, ne pas prendre de risques, ne pas fumer, manger sainement, etc. Donc pour le moment, et j'aime bien dire cela pour rappeler les choses, pour le moment, si vous donniez des milliards de dollars aux scientifiques les meilleurs et que vous leur donniez aussi
une vingtaine de rats âgés de 18 mois, ce qui correspond à des rats, ce qui correspond à des humains de 60 ans aujourd'hui. Quels que soient les efforts, vous n'arriverez pas à les faire vivre plus que 3-4 ans, c'est-à-dire la durée de vie maximale d'un rat. Donc vous arriverez à les faire vivre un peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus longtemps. Donc alors le domaine, quels sont les domaines prometteurs aujourd'hui? Il y a d'abord tout ce qui est produit, donc les médicaments, notamment la metformine, la rapamycine et même l'aspirine, qui permettent peut-être, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr, de gagner quelques années de vie en bonne santé. Pour l'avenir relatif, un peu plus lointain, je pense que le plus prometteur, ce sont les thérapies géniques, donc modifier nos cellules grâce notamment aux technologies de type CRISPR et nous permettre donc d'avoir une vie moyenne beaucoup plus longue. En fait, je voudrais revenir, quand je disais tout à l'heure, quelles que soient les choses qui se passent, vous n'arriverez jamais à faire vivre un rat plus que 4 ans, disons, et quelles que soient les choses que vous faites, vous n'arriverez jamais à faire vivre un être humain plus que 122 ans, ce qui est quand même déjà beaucoup plus. En fait, pour la plupart des espèces animales et végétales d'ailleurs, il y a une durée de vie maximale. Et donc, mais cette durée de vie maximale varie beaucoup d'une espèce à l'autre et donc varie beaucoup selon notre patrimoine génétique. Et c'est pour cela que c'est probablement dans les thérapies géniques que les espoirs sont les plus importants. Après ça, il y a tout ce qui est nanotechnologie, donc comme la possibilité qu'il y aurait de mettre des machines minuscules dans notre corps pour éliminer les substances nocives, pour éliminer les virus et pour remplacer les cellules qui sont, on va dire, en mauvaise santé. Voilà, ça c'est les principales voies de recherche. Il y en a d'autres, hein. Il y a les produits sénolytiques qui suppriment les cellules sénescentes. Il y a des produits qu'on pourrait mettre pour rajeunir notre sang. Il y a encore beaucoup d'autres pistes. Mais encore une fois, pour le moment, il y a aussi beaucoup de choses à faire pour progresser dans les recherches. Et alors, là j'ai parlé, on va dire, des domaines de la médecine et des domaines de la recherche médicale dans lesquels nous pouvons progresser, mais il y a aussi les méthodes. Donc pour les méthodes, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour chercher plus rapidement, pour simuler des expérimentations, c'est une des pistes, enfin un aspect global des progrès possibles qui est vraiment extrêmement important. Et justement, on entend assez souvent des déclarations comme quoi l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Est-ce que c'est vrai? C'est avec l'avancée des recherches actuelles, est-ce qu'on peut avoir une sorte de date plus ou moins à laquelle on arrivera à bien réussir à avancer sur ces questions? Donc, ce qui est exact, à mon avis, donc comme je disais, donc pour le moment, l'humain a une durée de vie maximale de 122 ans et on ne peut pas dépasser avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Et 122 ans, c'est l'extrême maximum, hein. En fait, il y a encore très peu de gens qui dépassent même l'âge de 100 ans. Mais si un jour nous arrivons à mettre fin à cette frontière-là, probablement qu'il n'y aura pas de frontière suivante. Donc c'est un peu du tout ou rien. Donc le jour où nous arrivons à mettre fin à la maladie et au vieillissement, là on pourra vivre sans limitation de durée et donc nous aurons une espérance de vie qui se comptera en siècles. Maintenant, quand est-ce que ces progrès de rupture se feront? Là, nous n'en savons rien. Nous ne savons même pas s'ils se feront un jour. Pour moi, c'est un peu l'image. On peut comparer ça avec les progrès en matière il y a un peu plus d'un siècle avec les progrès pour l'aviation. Pendant des années et des années, tous les essais pour avoir ce qu'on appelait là les plus lourds que l'air qui décollent
ont été des échecs jusque dans les toutes premières années du XXe siècle. Et là, en très 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 peu de temps, on est passé du premier avion capable d'un saut de puce, de faire quelques dizaines de mètres, aux premiers avions capables de faire des centaines de kilomètres en moins de 20 ans. Donc le premier avion c'était 1903, le premier vrai avion 1903-1904, quelque chose comme ça. Et les avions étaient déjà utilisés durant la Première Guerre mondiale, malheureusement pour des mauvais usages, mais aussi dès peu de temps après la Première Guerre mondiale, il y avait par exemple les premiers avions pour transporter la première compagnie aérienne, la KLM, compagnie néerlandaise, est née, je crois, en 1919. Donc tout ça pour dire, parfois arriver à quelque chose de techniquement complexe prend beaucoup de temps, et puis une fois qu'on y est, on progresse extrêmement rapidement. Pour prendre un autre exemple, toujours dans le domaine du déplacement, donc il ne s'est passé que 12 ans entre le premier Spoutnik 1957 et le premier être humain sur la Lune. Voilà, c'était un progrès tellement rapide et tellement spectaculaire qu'aujourd'hui encore il y a pas mal de gens qui se disent ah non c'est pas possible, on n'a jamais été sur la Lune. Et important aussi, ça dépend de nos choix. Et c'est pour cela que l'association, c'est pas une société, c'est une association, et donc on n'a pas de but lucratif, que des associations comme RILS et je veux dire l'ensemble du travail pour faire de la longévité une priorité est important, parce que si on décide que c'est une priorité, on peut progresser rapidement. Si on ne décide pas, on pourra progresser rapidement dans d'autres domaines beaucoup moins souhaitables, comme par exemple les progrès en matière d'armes ou les progrès pour vendre des choses et pour exploiter des gens. Voilà. Et puis du coup vous dites que ça pourrait arriver un petit peu, enfin on sait pas exactement en tout cas quand est-ce que ça pourrait arriver, on n'a pas vraiment d'estimation, mais vous dites aussi du coup que ça pourrait ne jamais arriver. Mais est-ce qu'il y a vraiment des possibilités que ça n'arrive jamais? Il y aurait des barrières infranchissables? Non, je pense qu'il n'y a pas de barrière infranchissable comme il y a le mur du son, comme il y a la vitesse de la lumière. Donc encore une fois, il y a déjà la meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a déjà des animaux qui peuvent vivre des siècles. Donc le requin du Groenland, c'est un poisson pas tellement éloigné en matière d'espèces de nous. Il y a des arbres comme les séquoias qui peuvent vivre pendant des millénaires, donc là, apparemment quasiment sans limitation de durée. Donc il n'y a pas quelque chose qui soit de l'ordre de l'impossibilité biologique absolue, je pense. Mais ce qui n'est pas une certitude, c'est que les progrès technologiques vont se poursuivre. Ça dépend de nous. Et ça dépend notamment, supposons qu'il y ait une guerre nucléaire, eh bien ça pourrait être pas la fin de l'humanité directement due à la guerre nucléaire, ça ferait des milliards de morts déjà, mais après il pourrait y avoir une sorte d'effet boule de neige à l'envers, ou bien le réchauffement climatique qui s'accélérerait considérablement. Donc ça pourrait avoir pour conséquence une déstabilisation de la société et là aussi une interruption du progrès technologique. Je pense que ça n'est pas que la probabilité est faible. La probabilité est d'autant plus faible que maintenant les connaissances, disons, même s'il y avait des catastrophes considérables, les connaissances qui sont disponibles aujourd'hui, il y a vraiment très peu de risques qu'elles disparaissent, et donc il suffirait que qu'un nombre relativement peu important, une partie relativement peu importante de la société subsiste pour pouvoir repartir après. Mais voilà, ça n'est pas inscrit dans les astres que nous arriverons à cela.
Il y a pas mal de transhumanistes et de longévitistes qui vous diront oui, c'est inéluctable. Et il y a un aspect aussi, je dirais, pour favoriser la recherche, il vaut mieux dire que c'est inéluctable parfois que de dire que ça n'est pas certain. Mais moi, je pense que non, au contraire. Il faut savoir que ça n'est pas une certitude et que cela dépend des investissements que nous faisons. Et évidemment, ça dépend aussi d'impondérables. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans le futur, pas plus que personne n'avait prévu l'épidémie de Covid. Rappelons ça. Personne ne l'avait prévu. Et pour moi, il y avait beaucoup d'aspects positifs, dont le fait que la vie des personnes âgées est devenue aujourd'hui beaucoup plus précieuse que ce qu'elle a jamais été. Oui, c'est vrai que ça a mis un peu la lumière sur ce problème. Et finalement, est-ce que le fait d'avoir une société de personnes qui ne peuvent pas, quelque part, se motiver par la mort, ça aurait aussi des impacts, disons, enfin, quels impacts ça aurait sur les individus et la société? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir des quinquennats de 5 ans en France, ou bien ce genre de choses pourrait être modifié? Finalement, on vit dans des sociétés, en tout cas occidentales, assez court-termistes. Est-ce que ça, c'est des choses qui pourraient être modifiées? Alors, je pense que si la société... Non, pardon. Je pense que si nous arrivons à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, ça ne signifie pas nécessairement d'immenses transformations pour le reste de la société. Donc en fait, ce serait un monde qui serait finalement, en tout cas dans un premier temps, pas tellement différent d'une autre, sauf que on serait plus attentif aux autres, sauf que nous aurions moins d'enfants, mais on serait plus attentif aux enfants. Et par rapport, par exemple, à ce que vous dites au point de vue de la société politique, donc il y a des enjeux pour avoir plus de démocratie, mais ça c'est lié à d'autres progrès technologiques. Donc le fait que la démocratie directe, l'utilisation de l'informatique pour décider est plus facile. Mais par contre, je dirais que des mécanismes démocratiques dans lesquels nous devons décider à intervalles réguliers, ou en tout cas nous devons décider sans sans laisser passer des espaces de temps considérables. C'est plutôt ça reste souhaitable quelle que soit la situation, et même si nous avons des objectifs à long terme. Et peut-être ce qui pour moi est une difficulté dans la société actuelle, c'est que nous avons une société qui est trop bureaucratique, et dans lequel lorsqu'il y a le choix entre ne pas faire et faire, il y a une décision implicite la plupart du temps de ne pas faire, et donc de ralentir, et c'est une des raisons pour lesquelles nous progressons peu en matière de soins de santé. Ouais, il y a, c'est vrai, un peu comme ça, une sorte de biais du statu quo, même si le changement pourrait être bénéfique, on a tendance à rester sur la situation actuelle, malheureusement. Et bon, ça fait... oui. Par rapport à l'environnement, on parle très souvent du principe de précaution. Et le principe de précaution tel qu'il est souvent interprété, c'est ne rien faire. Mais en fait, le principe de précaution, normalement, c'est prendre des mesures pour que il n'y ait pas de risque qu'il y ait de réchauffement, pour qu'il n'y ait pas de risque de conflit, etc. Donc, ce n'est pas que des choses que ne pas faire, c'est aussi faire des choses. Évidemment, faire des choses, ça doit être de manière prudente, mais l'idée que de manière prudente, ça signifie plus lentement, ça n'est pas exact, et même parfois c'est même exactement le contraire, parce que si vous passez du temps à attendre pour prendre une décision, eh bien le temps que
quand vous reviendrez vers le problème, vous aurez oublié les tenants et aboutissants, la situation aura changé, donc ça n'est pas souhaitable. Ouais, que je suis complètement d'accord avec vous. Et vous travaillez aussi notamment beaucoup sur les enjeux autour des données médicales, etc. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais je pense que ça fait déjà un bon moment qu'on parle ensemble. Donc ça pourrait peut-être être intéressant même, pourquoi pas, de vous réinviter à l'avenir pour parler de ce sujet. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux deux questions de fin. Est-ce que vous avez un autre sujet dont vous aimeriez parler avant, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé par rapport à tout ça? Mais peut-être alors, je vais dire 3-4 phrases sur le partage des données médicales, parce qu'effectivement, c'est une des choses qui me passionne actuellement. Donc, actuellement, la situation, c'est que toutes les données médicales quasiment sont sous forme informatique, en tout cas dans les pays, on va dire, les plus riches, et que les citoyens n'ont en fait pas accès à ces données médicales. Et donc ce serait extrêmement important, souhaitable, tant pour les citoyens que pour les chercheurs, de pouvoir mettre ces données à disposition d'une part des citoyens, mais aussi à disposition des chercheurs. Maintenant, cela pose de très 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 nombreuses questions en matière de respect de la vie privée, etc. En matière de respect de la vie privée, en matière de contrôle par les autorités. Et là, ce serait effectivement pour une autre discussion. Ça, c'est la première chose que je voulais un peu aborder. Peut-être la deuxième chose que je voulais aborder. Donc, quand j'ai parlé de lenteur, il y a un domaine dans lequel il y a vraiment particulièrement de la lenteur, ce sont les tests médicaux. Et on l'a vu malheureusement même durant la période de Covid où pas mal de choses se sont accélérées. Donc il y a des dispositions légales qui sont là au départ à raison pour protéger les citoyens, pour éviter qu'on ne fasse des expériences sur eux sans leur dire. Mais maintenant la situation c'est que même un citoyen qui souhaite participer à des expérimentations médicales, qui est bien informé, c'est quasiment impossible pour lui de le faire pour toutes sortes de raisons juridiques, et c'est particulièrement, impossible, j'exagère, mais difficile de le faire, et c'est particulièrement difficile, et là c'est même vraiment quasiment impossible pour les citoyens âgés, parce que là, les dispositions qui protègent, il y a les dispositions qui protègent, mais il y a aussi le fait que les compagnies qui testent des médicaments ont peur que les personnes tombent malades, puisque plus on est âgé, plus on tombe malade, et donc n'expérimentent pas avec elles. Et par rapport à ça, c'est le dernier point, mais là je l'ai déjà abordé un petit peu, mais je développe quand même à ce sujet-là. Donc, durant l'épidémie de Covid, on a vu combien le partage des données était important, combien le partage des connaissances était important. Il y a eu des très belles déclarations et au début des très belles collaborations, mais après ça, les questions liées aux droits intellectuels, les questions liées aux brevets, les questions liées à la propriété privée ont considérablement repris le dessus. Et ça, c'est une chose qui risque de se passer pour les recherches en matière de longévité, et plus il y aura des investissements publics avec des précautions juridiques pour que les résultats des investissements publics soient accessibles à tous, plus nous progresserons rapidement sur le plan de la longévité. Et donc c'est important puisque, encore, comme je l'ai dit, aujourd'hui comme tous les jours, il y a quand même plus de 100 000 personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. Et donc, nous ne pouvons pas sauver celles et ceux qui vont mourir aujourd'hui, mais nous pouvons peut-être sauver celles et ceux qui, sans progrès, vont mourir dans 3, 4, 5 ans. Et donc, si nous pouvons les sauver, c'est presque de la non-assistance à personne en danger de ne pas essayer de le faire. Ouais, c'est des très beaux messages en tout cas que moi je rejoins pleinement.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant de développer un peu là-dessus dans le futur, peut-être dans une autre discussion, parce que c'est vraiment un enjeu important. Donc, je vous propose du coup qu'on passe aux deux questions de fin. La première question de fin que je pose à tout le monde, c'est si vous étiez maintenant sur un podium et que vous aviez l'humanité devant vous, l'entièreté de l'humanité devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Grosse responsabilité. Donc, j'ai 1 minute, je suppose, parce que sinon, évidemment, je redirai ce que j'ai dit ici, mais j'ai 1 minute, on va lire. En français, on va supposer que l'humanité, que les moteurs de traduction pour lesquels les progrès exactement sont considérables. Donc, oui, on va supposer ça. Donc, et bien, chers citoyens du monde, je pense que aujourd'hui, c'est le jour le plus beau de l'histoire de l'humanité, puisque nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, nous n'avons jamais vécu aussi bien. Même si une personne sur 10 parmi vous souffre encore de faim. Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, parce que les progrès technologiques extraordinaires qui vous ont permis notamment de vous rassembler ici, ces progrès comportent des risques considérables. Et pour à la fois rendre le monde meilleur et diminuer les risques, je pense que ce qui serait le plus souhaitable que nous fassions, c'est de mettre l'accent sur l'utilisation des moyens technologiques, de l'intelligence artificielle, de toute l'énergie considérable dont nous sommes capables pour faire des recherches pour permettre à la plupart d'entre vous de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, sans limitation de durée. Si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Et l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Malheureusement, c'est parfois dans le pire qu'il est le meilleur, comme disait un humoriste, et ce que je propose ici, c'est de se concentrer sur le meilleur, tout court. C'est magnifique. Je pense que l'humanité vous applaudirait beaucoup. Je trouve vraiment que c'est vraiment cool cette notion de justement technologie au service de l'humain et de l'environnement. C'est probablement là-dessus un des enjeux en tout cas sur lequel on a beaucoup à progresser. La deuxième question que je pose à tout le monde, c'est si les gens veulent en savoir plus sur vous, sur le travail que vous faites avec votre association, où est-ce qu'on peut les renvoyer ? Donc là, je suppose que le site heals.org, donc de l'association que j'ai co-créée avec une personne, je n'ai pas eu le temps de parler de lui aujourd'hui, qui s'appelle Sven Bultereys, qui est également belge comme moi, néerlandophone. Donc c'est heales.org. Ça c'est et sur ce site qui est accessible en français, néerlandais, anglais et espagnol, vous avez notamment une lettre mensuelle qui s'appelle La mort de la mort. Donc c'est en fait évidemment la mort de la mort de vieillissement. Qui paraît en français depuis maintenant une douzaine d'années, et vous avez probablement tous les sujets dont on a parlé, en tout cas tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui ont été abordés. Mais il n'y a pas que Heals, il y a d'autres organisations, et du côté si vous êtes anglophone, la plus intéressante, je pense, c'est lifespan.io. C'est life comme vie, span comme étendu, lifespan.io. Et pour les francophones qui ne souhaitent pas m'écouter, je leur conseille pour ces questions-là Luc Ferry, dont je ne partage pas toutes les opinions, mais qui a lors des rencontres du futur fait un exposé une petite heure qui répond à toutes les questions, notamment que vous avez posées ici, et je trouve qu'il répond mieux que moi pour pas mal de questions, notamment la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'ennuierait pas. Et il a
encore plus de raisons de l'exprimer que moi, puisqu'il a 10 ans de plus que moi, 71 ans. Voilà. Alors, je mettrai le lien de tous ces sites en description, donc votre newsletter, votre association, les différents sites que vous avez cités. Il y aura de toute façon tout ça en description. Donc, je pense que le plus simple, c'est simplement de cliquer sur ces liens. Donc, merci beaucoup du coup d'être venu discuter avec moi. C'était vraiment super intéressant. Et puis, peut-être à bientôt pour un autre podcast sur les données médicales. Ça pourrait être vraiment chouette. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.